Alors, le dernier intervenant avant vos questions, et j'espère qu'on n'a pas trop débordé, il s'agit d'Anthony Meslay-Carole, qui est depuis janvier 2013, c'est-à-dire depuis peu, le tout jeune responsable du département de l'environnement et de l'écologie urbaine. C'est deux mots qui vont bien ensemble, hein. Écologie et ville, de la ville de Montreuil. Et vous avez en charge, entre autres, un projet qualifié de projet agriculturel, vous nous direz ce que ça veut dire, autour des murs à pêche. Je voudrais d'abord préciser que je crois avoir un regard un peu décalé par rapport non seulement aux intervenants, mais peut-être aussi à la salle. Oui, parce que vous êtes de l'autre côté du périphérique. Non, c'est parce que je ne suis pas architecte, surtout. Oui, mais tant mieux, tant pis. Et quelque part, je me dis que c'est, non pas une chance, ça ne donne pas l'être, mais que ça enrichit les points de vue. Et en écoutant les interventions de Pauline et de Philippe, je me disais que... Et Pauline non plus n'est pas architecte. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, je me disais que on était parti du faubourg Saint-Antoine. En fait, on avait continué vers l'est, vers la rue des Vignoles et le quartier Saint-Blaise. Et en fait, on va continuer tout simplement. On va passer le périphérique parce qu'on parle de Paris, Paris qui a absorbé les villages autonomes de Charonne, de Belleville, et qui pourrait rêver, dans le cadre d'une grande métropole, d'absorber les villages de Bagnolet ou de Montreuil, qui ferait de la résistance, à mon avis. Mais on est vraiment, en fait, dans cette logique que le faubourg, quelque part, c'est la limite de la ville. Alors, aujourd'hui, Montreuil, c'est un territoire qui est très urbanisé, mais voilà. En posant la question du faubourg, je me suis vraiment dit qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le faubourg, c'est tout simplement la banlieue. C'est-à-dire, c'est un territoire industrieux, un territoire qui associe de l'activité, notamment industrielle, pas que, à un habitat populaire. Et cette architecture blanche, c'était pas une architecture de prestige. Et je pense qu'aujourd'hui, la banlieue est un témoignage encore très fort de ces modes d'urbanisme, ces modes de construction, ces modes d'architecture. Et le sujet dont je vais vous parler, précisément... Alors Montreuil, un faubourg comme un autre ? Les Montreuillois vous diraient non, mais je pense qu'il y a en tout cas des forces en présence qui sont des forces en présence dans tous les faubourgs, c'est-à-dire l'importance des facteurs économiques, l'importance des parcelles héritées, et de ce qu'on en fait avec, d'un côté, des promoteurs privés qui ont la maîtrise du foncier par la maîtrise de l'argent, et de l'autre, des acteurs publics qui tentent de maîtriser le foncier par la maîtrise des orientations d'aménagement. Et bon, les murs à pêche, c'est un exemple, entre autres, qui permet d'appréhender ce sujet. Là, on voit une carte qui permet simplement de situer les choses. Les fortifications de Paris, là, sont tout à fait sur votre gauche. Donc, je vais essayer de pointer, mais voilà, hein, cette zone, ça, c'est les fortifs. Donc, aujourd'hui, c'est le périph'. Montreuil, c'est ce territoire. Et les murs à pêche, donc un territoire où tout simplement on cultivait des pêches sur des murs de 3 mètres de haut. C'est tout ce qui est dans un bleuté délicat. Et ça, c'est la période de plus grande extension des murs à pêche. Donc, à la fin du 19e siècle, c'est pas si vieux à l'échelle de l'urbanisme parisien. Donc, on voit que près de la moitié du territoire d'une ville comme Montreuil, 100 000 habitants aujourd'hui, était recouvert par un territoire par de l'agriculture, et une agriculture d'un type très particulier. Alors, je vous ai pris cette image parce qu'elle témoigne justement de ce qu'on fait d'un parcellaire agricole. Là, en fait, vous avez une photo aérienne qui date de 1920, sur laquelle j'ai superposé les bâtiments tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc, les murs à pêche, c'est vraiment ces lanières, là, comme disait Philippe. Parcellaire en lanière, c'est vraiment le parcellaire agricole en région parisienne. Et on le retrouve ici, aujourd'hui, toujours, non pas intact, mais toujours vide de bâtiments. On le retrouve ici... Il est toujours au sol.
Il est toujours au sol, voilà. Et c'est la base du parcellaire de Montreuil. Pour une partie. Cette partie, on la voit un petit peu d'ailleurs ici. On voit en fait des bâtiments qui se sont construits. À l'origine, il n'y avait rien. Et qui se sont construits le long vraiment de ces lanières. C'est très dur de pointer, mais je m'y essaye. Mais il y a certains endroits où le parcellaire a été effacé. C'est la logique dont parlait Philippe encore une fois, et Pauline également. C'est la rénovation, c'est effacer un parcellaire pour y construire quelque chose de nouveau. Et ça, cette grande tache blanche, c'est un bâtiment, voyez-vous. Un bâtiment que j'aime beaucoup, d'ailleurs, architecturalement, c'est une belle réussite. C'est une cité industrielle verticale, accessible aux poids lourds sur 5 étages. Mais vous voyez dessous, peut-être les personnes au fond ne le voient pas très bien, mais dessous, il y a toujours ce parcellaire agricole. Il est évidemment invisible, enfoui. Mais on sait que tout autour, ce parcellaire subsiste d'une manière ou d'une autre. Il est visible ou invisible. C'est ça, visible ou invisible. Mais en fait, il est là partout. Alors aujourd'hui, simplement un plan de situation. La ville de Montreuil, aujourd'hui, c'est une ville urbanisée pour l'essentiel, avec donc les taches vertes qui sont des grands parcs urbains. Et au cœur, vraiment au cœur de cette ville, vous avez ce territoire, cette tache verte, qui sont les murs à pêche. Un territoire qui est très étendu. On est sur 40 hectares environ, où un parcellaire agricole complètement hérité est préservé, avec, il n'est pas intact, c'est-à-dire l'état dans lequel il a été utilisé comme parcelle agricole, ce n'est pas celui dans lequel on le retrouve aujourd'hui. Un détail, par exemple, c'est qu'il y a une autoroute au milieu. Ça change pas mal de choses. Elle date de quand, l'autoroute ? L'autoroute a été construite comme la plupart des autoroutes avec les plans Pompidou, donc dans les années 60-70. Mais surtout, elle a été interrompue en plein milieu, c'est-à-dire à un moment, il y avait à la fois plus d'argent et une rébellion populaire. Ah oui, oui. Et donc, l'autoroute est ici parfaitement mais sans finie. voiture, sans et voiture. puis là, elle s'arrête. Et elle devient une fois une voie. Voilà. Parce que c'est assez compliqué d'y aller. Donc, mais il y a des voitures ? Il y a des voitures dessus ? Ah, il y a des voitures, bien sûr. Évidemment, moins que sur une autoroute, et elles n'ont pas le droit de rouler à 130 parce qu'il y a des risques d'accident. Sans parler des risques pour le patrimoine. Bon, je vais quand même vous parler un petit peu des murs à pêche, de ce que ça a pu être à une époque. Oui, qui a eu cette idée des murs à pêche ? Qui a eu cette idée folle. C'est un grand débat entre Versailles, les jardiniers du roi, oui, et, pour la table, le dessert de Louis XIV. Et Montreuil. Il y a eu une émulation, pense-t-on, parce que c'est très peu documenté, ces naissances de systèmes agricoles, entre d'un côté donc les jardiniers du potager du roi qui expérimentaient certaines techniques, et de l'autre côté des jardiniers qui, à Montreuil, ont élaboré des techniques très particulières de culture, des techniques qui étaient basées sur des murs. Alors ces murs, ils ont une fonction, c'est de permettre de faire pousser, de palisser, dit-on, les arbres fruitiers, qui sont donc collés au mur. Les branches sont conduites et cloutées, effectivement. Donc on est à l'intérieur de parcelles très étroites, encloses par des murs, et ces murs en fait ont une fonction, elles protègent du vent, mais en plus elles absorbent la chaleur. Donc ces parcelles sont des parcelles orientés. Qui sont propices, sont orientées en général nord-sud, ce qui n'est pas systématique. Il y a des parcelles aussi est-ouest, mais à Montreuil c'est principalement nord-sud. Donc c'est une bagarre entre Versailles et Montreuil. Montreuil a gagné d'ailleurs. Je voudrais d'ailleurs peut-être vous lire un petit passage qui témoigne de ce qu'a pu être la renommée des pêches de Montreuil. C'est Léon Gozlan. Alors Léon Gozlan, il a été un peu oublié, mais il a été secrétaire d'Honoré de Balzac. Et il a écrit un texte qui est Balzac chez lui, ou Balzac en pantoufles, je ne sais plus le titre exact. Et il relate une visite que Vidocq, donc le célèbre policier, fait à Balzac.
Et Balzac va lui expliquer que la réalité peut être sublimée par le talent du romancier. Et pour ça, il prend un exemple que je trouve assez original. Donc, j'ouvre les guillemets. C'est Balzac qui parle. « Ah, vous croyez à la réalité. Vous me charmez. Je ne vous aurais pas supposé si naïf. Allons donc, c'est nous qui faisons la réalité. » Vidocq répond « Non, monsieur de Balzac. »« Si, monsieur Vidocq. Voyez-vous, la vraie réalité, c'est cette belle pêche de Montreuil. Celle que vous appelleriez réelle, vous, celle-là pousse naturellement dans la forêt sur le sauvageon. Eh bien, celle-là ne vaut rien. Elle est petite, aigre, amère, impossible à manger. Mais voici la réalité, celle que je tiens, qu'on a cultivée pendant 100 ans, cette pêche exquise. C'est nous qui l'avons faite. Elle est la seule réelle. Même procédé chez moi. J'obtiens la réalité dans mes romans comme Montreuil dans ses pêches. Je suis jardinier en livre. Donc ça, c'est pour vous répondre sur qui a gagné entre Versailles et Montreuil. Donc vous voyez, la pêche de Montreuil avance dans le monde armé de très sérieuses références. Elle a vraiment eu une renommée assez incroyable. On s'en rend évidemment plus compte aujourd'hui, mais l'agriculture parisienne était une agriculture de luxe. Les pêches de Montreuil étaient des pêches exportées dans l'Europe entière. En Russie. En Russie, par exemple, c'est effectivement bien le tsar que vous voyez en haut, non pas dessiné sur une pêche, mais imprimé par le soleil. C'est-à-dire on mettait un pochoir et lors du mûrissement de la pêche, l'image était imprimée sur la peau même de la pêche. Et donc vous devinez bien sûr que c'est la tsarine qui l'accompagne. Cela a contribué à l'enrichissement des horticulteurs de Montreuil, qui sont devenus des personnes installées, qui voulaient être bien vues du pouvoir, comme ça arrive souvent, et qui, par leur art du fruitier palissé, pouvaient aussi témoigner de leur admiration pour certains hommes politiques. Donc là, vous avez un Napoléon, pour ceux qui ne le devinent pas, c'est un arbre qui a été taillé, un seul arbre taillé pour donner ces lettres Napoléon. Donc, on est vraiment dans un système productif Une sorte de graffiti horticole. Un graffiti horticole, voilà, c'est lui. Donc, voilà, le témoignage d'une époque révolue. C'est un peu de l'histoire, ça. Hein. C'est un peu de l'histoire. Aujourd'hui, on est... Qu'est-ce qui deviennent vos murs à pêche? Effectivement... alors, les murs à pêche, ce sont des murs qui ne sont pas construits pour durer, Sylvie. Ce sont des murs qui sont construits pour soutenir des arbres fruitiers, pour être cloutés, pour être sous les intempéries en permanence. Et donc, ils s'effondrent régulièrement. C'est des murs qui souffrent? Ce sont des murs qui souffrent, surtout quand on ne s'en sert pas. Ils s'usent quand on ne s'en sert pas, on peut dire. Là, on a vraiment un exemple avec cette photo de la manière dont ça pouvait se passer encore dans certaines parcelles au début des années 80, puisqu'il y avait encore des horticulteurs à Montreuil et qui produisaient encore pour le commerce. Donc, bon, la structure générale des murs, c'est vraiment un agrégat assez grossier, puisque le mortier du cœur des murs, c'est de la terre, tout simplement. Donc, la couche extérieure, c'est une couche très épaisse de plâtre, 5 à 10 cm, qui permettait justement de clouter les fruitiers. Ça permettait également de les refaire très régulièrement. Mais on est bien d'accord, c'est des murs de culture et ce n'est pas des clôtures. Hein. Effectivement. C'est important de le dire parce qu'ils se situent d'ailleurs non pas en limite de parcelle, mais à l'intérieur. Donc je me demande si c'est pas... Bon, là, on a un exemple de ce à quoi ressemblent les murs quand on est à l'intérieur. Donc ce sont des murs, donc on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté. On est d'un côté avec un mur qui a été restauré récemment, donc un mur visuellement dans l'état où il l'était au moment de la culture, mis à part qu'il n'y a pas d'arbre, et de l'autre un mur tel qu'il est aujourd'hui. Donc vous voyez l'usure du temps, le repeuplement par des essences du lierre et autres plantes grimpantes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là,
Au milieu, vous avez cette ganivelle en châtaignier, enfin cette clôture en châtaignier. Et ben c'est ça la limite de la parcelle. Ce qui veut dire que là, on est à l'intérieur de la parcelle déjà de quelqu'un. Il a construit son mur vraiment à l'intérieur de son terrain pour pouvoir tout simplement cultiver des deux côtés. Voilà. Et C'est planté des deux côtés. C'est planté des deux côtés. D'accord. Et étant donné qu'on est vraiment dans un système où les horticulteurs vraiment sont très coopératifs, ils surveillent les uns et les autres les parcelles des voisins. Donc on est vraiment dans ce qu'on appellerait aujourd'hui en économie un système productif local, avec un mélange d'innovation technique très particulière, de formation, parce qu'il y avait vraiment une reconnaissance du talent des jardiniers montreuillois, et tout simplement un marché, parce que le principal marché, c'était le marché parisien, un marché inépuisable. Mais Anthony, on n'a pas cessé de les abandonner, ces murs à pêche, non? J'ai l'impression. On les a un peu oubliés. Malgré Michel Courajou. Hein. Alors, avant Michel Courajou, il y a eu la Société régionale d'horticulture de Montreuil, qui est vraiment cette coopérative des horticulteurs montreuillois. Une association qui s'est créée il y a plus de 100 ans et qui continue aujourd'hui à porter le message de ce mode de production des pêches. Alors, cette vue, c'est une vue historique, elle permet simplement de savoir à quoi ça ressemblait à l'époque. C'est une vue qu'on ne voyait pas, vous disiez tout à l'heure, visible, invisible. Typiquement, ça, c'est une vue d'ensemble qu'on n'a jamais quand on est à l'intérieur des murs à pêche. Bien sûr. Et bizarrement, on est face à deux demandes face aux murs à pêche en termes de patrimoine. Ce patrimoine, il y a une conjonction d'envie pour le sauver. Il a été préservé presque de manière exceptionnelle en région parisienne. Vraiment, autour de Paris, on n'a pas ce genre d'espace, nulle part. Donc ce patrimoine, on veut le conserver. Mais certains trouvent que aujourd'hui, l'état dans lequel il est, comme ça, c'est ça qui fait son charme et c'est comme ça qu'on devrait le conserver. D'autres pensent... Il y a ceux qui veulent l'animer. Il y a ceux qui veulent l'animer, il y a ceux qui veulent le restaurer à l'identique, qui veulent en faire peut-être un musée. Ça demande à Philippe. Ça sera pour le débat, ça. Ça sera pour le débat. On en garde un peu. Alors, à l'identique ou alors, et là je rejoins ce que disait un paysagiste célèbre qui a travaillé sur les murs à pêche, Gilles Clément, qui par ailleurs est un théoricien de ce qu'il a appelé le tiers paysage, c'est-à-dire des paysages qui sont des paysages de friche, des paysages en marge, des paysages qui ne sont pas au cœur de l'imaginaire des paysages. Et de la mauvaise herbe. Et de la mauvaise herbe, exactement. Et Gilles Clément donc, a participé à un groupe de travail de la mairie de Montreuil sur le devenir des murs à pêche. Et il dit, le paysage des murs à pêche, il a été complètement instruit par les usages qui en étaient faits. C'est-à-dire les murs, ils n'ont pas d'existence en dehors des péchés qu'ils soutenaient. Et donc, quelque part, pas de salut si on ne leur trouve pas un nouvel usage. Or, ce ne sont pas des murs qui sont faits pour construire du bâtiment. Ils n'ont pas de fondation, par exemple, ou alors vraiment en limite. Donc, l'idée, c'est de leur redonner un sens en fonction de ce qu'ils sont. Donc, pour cela, des usages ont déjà pris place dans ce site et continuent à en prendre. Et vous avez un projet. On a un projet. Agriculturel. Le projet agriculturel. Alors, ce mot n'existe pas dans le Larousse, mais pas non plus dans le Robert. Donc, qu'est-ce que c'est le projet agriculturel? Projet agriculturel, donc, c'est un projet qui n'est non pas un projet de restauration, c'est-à-dire ça, qui est un projet de réutilisation du site. Là, on a un site qui, l'année dernière, était une friche complète, c'est-à-dire ce que vous voyez là sur le côté envahissait absolument la totalité du site. Il y a eu une intervention qui a été faite par Madame Liliana Motta,
qui est une artiste botaniste. Et c'est le type d'usage du site qui permet de le refaire vivre aujourd'hui. C'est-à-dire en mode, en mode guérilla urbaine, un commando de paysagistes arrive sur un site et Avec leur essaie machette. de faire, avec leur machette et avec bien d'autres outils que je n'ose même pas décrire ici, et essaie de rendre visible ce site. Ce site, il existe, enfin, quand on dit agriculturel, il y a agricole aussi. Hein. Et on peut faire pousser des choses dans les murs à pêche. Et on le fait. Et non seulement on le fait dans le cadre de jardins pédagogiques, de jardins familiaux, de jardins partagés. Là, c'est tout simplement un jardin privé. Hein. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un projet cohérent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide pour tout le monde? Est-ce que chacun fait ce qu'il veut dans son petit territoire? Est-ce que les gens se disputent beaucoup? Non, non, pas du tout, tout se passe bien. Tout va très bien, passer. La vérité, c'est que c'est un territoire qui est occupé aujourd'hui. Il est occupé par une réalité d'usage. Il y a des habitants dans ce site. Il y a notamment une très importante communauté de tziganes. Il y a des activités industrielles, il y a des activités agricoles, des activités associatives également. Donc l'idée, c'est comment... Qui sont éphémères. Il y en a certaines qui durent. Les habitations de tziganes, certaines sont installées là depuis 50 ans. Ah d'accord. Donc on est dans un temporaire qui dure, qui fait vivre par ailleurs le quartier, qui donne sa connotation également à la manière dont il s'inscrit dans le reste de la ville. Donc pour mettre en musique quelque part ces diversités d'usage et leur donner une perspective, la mairie a missionné un architecte urbaniste, Philippe Madec, qui travaille avec un paysagiste, Coloco, pour essayer de définir ce que pourrait être Qu'on a invité le aux petites territoire. leçons, oui. Non, je ferme la parenthèse. D'accord. On les a invités l'an dernier à une petite leçon. Voilà. Sur un autre thème. Oui. Donc, l'architecte urbaniste, lui, réfléchit à long terme. Donc, il essaie de définir ce que pourrait être une perspective à 20-30 ans. Donc, il constate cela. Donc, il est convaincu que le projet mérite qu'il y revienne, parce qu'il se dit que ça peut être agréable. Et puis, il nous dessine ça. Alors, ça, c'est un plan guide, mais qui permet du moins de se représenter ce qu'est ce territoire avec la conservation de l'essentiel du patrimoine. Et ce territoire, c'est un territoire agricole, c'est-à-dire que on a repéré plusieurs parcelles, notamment ici, qui sont en capacité d'accueillir de l'agriculture, et pas une agriculture bonus, une agriculture cosmétique, c'est une agriculture commerciale, une agriculture viable. À côté de ça, on a des projets à intégrer. Ici, c'est le passage du futur tramway, qui évidemment, à l'échelle de la ville, est un projet majeur. C'est mieux que Et il l'autoroute. passe, c'est mieux que l'autoroute, mais ça passe en plein milieu des murs à pêche. Donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un risque pour les murs à pêche, encore plus de destruction, ou est-ce que c'est au contraire une opportunité de faire venir du monde? Moi, je dirais que c'est une chance. Mais enfin, bon. C'est comme ça qu'on l'a pris également. On s'est dit que l'arrivée du tramway, c'était l'occasion de créer des espaces publics qui permettent de créer des systèmes d'accroche au sein des murs à pêche, de les rendre visibles, et en accueillant du monde sur ce site, de le rendre visible. Parce qu'en fin de compte, le pire destin, c'est d'être invisible, parce que ce qui est invisible, on peut le détruire. Ce qui n'a pas de nom, on peut le détruire. Ben oui. C'est pour ça, effectivement, Si qu'on c'est détruit en invisible, août. on ne le défend pas si c'est invisible. Exactement. Et c'est pour ça, effectivement, que des paysagistes comme Michel Corajou ont eu un rôle déterminant, Ah oui. parce qu'ils ont ressuscité- donné un nom sur ressuscité le... le lieu. Voilà. On parle des murs à pêche de Montreuil. À une époque, il y a une époque, en tout cas, il y a 30 ans, où on n'en parlait pas du tout. On allait construire une autoroute et ça ne posait de soucis à personne. Alors, parmi les autres activités qu'on peut imaginer, il y a l'installation du Conservatoire botanique national, qui aujourd'hui est dans les jardins du Muséum d'histoire naturelle.
Mais Paris n'a plus nécessairement beaucoup de place pour accueillir ce type d'équipement. Et ça sera l'occasion également de créer un sentier des biodiversités. Donc on est vraiment sur une multiplicité d'usages pour faire vivre les murs. De l'usage agricole, de l'usage culturel et social, et puis de l'usage scientifique, avec la volonté de travailler sur des questions de biodiversité. C'est une forme de faubourg. C'est un faubourg unique en tout cas. C'est un faubourg tel qu'il n'en reste pas, tel qu'il n'en reste plus, parce qu'on a bien vu avec les deux interventions précédentes, c'est que ce parcellaire, il a systématiquement été repris, sacrifié, en tout cas redécoupé, réinterprété. Il est plus ou moins présent, mais ici, il est dans un mode brut. Voilà. C'est quelque part un témoignage d'un passé, mais moi, je préfère le voir comme un beau projet d'avenir. Mais... Merci beaucoup. Philippe, vous auriez un mot à dire sur... Je trouve que ça m'a l'air... ça me semble... C'est une drôle de zac, quand même. C'est passionnant, en tout cas. C'est passionnant parce que c'est un ensemble de micro-projets qui constituent un grand projet. C'est comme ça que je le ressens. Mais avec une vision d'ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, et fondé sur l'usage. Et on sait très bien que la difficulté, c'est d'espaces aussi importants, 40 hectares, c'est d'arriver à les régénérer. Il faut d'abord la monofonction, c'est dramatique, mais de toute façon, c'est pas possible. Donc, il faut une multiplicité d'usages, d'utilisation pour arriver à réinsuffler de la vie. Et c'est vrai que les formes, les quelques images montrent comme des paysages différents, ceints par ces murs. Ça, c'est quand même assez magique. C'est un ensemble. Ah oui. Merci, Anthony. Bravo.